Je suis rentré chez moi après un service de 18 heures et j'ai trouvé ma fille endormie. Après quelques heures, j'ai essayé de la réveiller, mais elle ne répondait pas. J'ai confronté ma mère, et elle m'a dit, elle était agaçante. Alors je lui ai donné quelques comprimés pour la faire taire. Ma sœur a ricané. Elle va sûrement se réveiller. Et si ce n'est pas le cas, on aura enfin un peu de paix. J'ai appelé une ambulance, et quand ils m'ont remis le rapport, je suis resté sans voix. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête dans le couloir de l'hôpital pendant que j'étais assis dans la salle d'attente. Mes mains tremblaient encore à cause de l'adrénaline qui m'avait porté pendant les 6 dernières heures. Je m'appelle Evan Harper, j'ai 34 ans, et je suis infirmier aux urgences de l'hôpital général Saint-Marie. Je venais de finir un service de 18 heures pour remplacer une collègue malade, enchaînant les crises cardiaques et les overdoses. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Quand je suis enfin rentré dans mon petit appartement de 2 chambres à 2 heures du matin, j'étais épuisé au-delà des mots. Ma fille de 5 ans, Clara, dormait paisiblement dans son lit, son petit corps ne creusant presque pas le matelas. Elle avait l'air angélique, avec ses cheveux sombres étalés sur l'oreiller, serrant contre elle son éléphant en peluche, Mr. Peanuts. Malgré ma fatigue, j'ai souri et embrassé doucement son front avant d'aller me coucher à mon tour. Je devrais expliquer la situation à la maison. Après mon divorce avec la mère de Clara, Anna, il y a 2 ans, mes finances se sont resserrées. Anna était partie s'installer en Californie avec son nouveau petit ami, me laissant la garde exclusive de Clara. Ma mère, Linda, 58 ans, était venue s'installer avec nous pour m'aider à m'occuper de Clara pendant mes horaires à l'hôpital. Ma sœur cadette, Nathalie, 26 ans, vivait aussi chez nous depuis 6 mois, après avoir perdu son emploi et s'être fait expulser de son appartement. Cette configuration n'était pas idéale. Ma mère avait toujours été autoritaire et n'avait jamais vraiment créé de lien avec Clara. Elle considérait sa petite fille plus comme une gêne que comme une bénédiction. Nathalie, c'était pire. Elle était devenue de plus en plus aigrie et rancunière depuis que sa vie avait dérapé, et elle ne cachait pas son agacement d'avoir une petite fille dans les pattes, qui gênait son quotidien. Je me suis réveillé vers 10 heures du matin, me sentant un peu plus humain après 8 heures de sommeil. L'appartement était étrangement silencieux. D'habitude, Clara était debout dès 8 heures, à papoter et réclamer son petit déjeuner. Je suis allé jusqu'à sa chambre en pyjama et je l'ai trouvée encore au lit, exactement dans la même position que la veille. Clara, mon ange. Il est temps de se réveiller, et je dis doucement en m'asseyant au bord de son lit. Elle ne bougea pas. J'ai essayé à nouveau, un peu plus fort cette fois, en lui secouant doucement l'épaule. Rien. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Dans mon métier, j'en avais vu assez pour savoir quand quelque chose clochait sérieusement. Clara respirait, mais sa respiration était faible et irrégulière. Sa peau était moite, et quand j'ai soulevé sa paupière, sa pupille était dilatée et réagissait à peine à la lumière. « Maman !» Et je criais, la panique dans la voix, en prenant Clara dans mes bras. « Nathalie, venez ici, tout de suite. » Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main, l'air agacé d'avoir été dérangée. Nathalie est arrivée derrière elle, encore en peignoir, l'air vaseuse après avoir visiblement fait la fête la veille. « C'est quoi tout ce boucan ?» demanda ma mère, irritée. « Quelque chose ne va pas avec Clara. Elle ne se réveille pas et sa respiration est faible. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que je dormais? Est-ce qu'elle a mangé quelque chose d'inhabituel? Est-ce qu'elle est tombée, s'est cognée la tête ?» L'expression de ma mère changea imperceptiblement, mais je le remarquai. Des années à lire les visages de patients en situation d'urgence m'avaient rendu sensible aux moindres variations d'attitude. « Elle allait bien quand elle s'est couchée, » dit ma mère. Mais sa voix manquait de conviction. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Qu'est-ce qui s'est passé après que je sois rentré ?» Un long silence s'ensuivit. Nathalie examinait ses ongles avec une indifférence parfaitement étudiée, tandis que ma mère triturait sa tasse de café nerveusement. Elle était agaçante, finit par dire ma mère, sur la défensive. Elle se levait sans arrêt vers minuit, disant qu'elle avait fait un cauchemar, et elle ne voulait pas se rendormir. Alors je lui ai donné quelques-uns de mes somnifères pour la calmer. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing en plein ventre. « Tu lui as donné quoi ?» « Juste un de mes somnifères. Peut-être 2. Rien de sérieux. Elle avait besoin de dormir. Et toi, tu avais besoin de te reposer après un long service. » Je regardais ma mère, stupéfait. « Tu as donné des somnifères à une fillette de 5 ans? Quel comprimé? Combien exactement ?» « Mon flacon de prescription. Les Zolpidem. Je crois que je lui en ai donné 2, mais elle est grande pour son âge, alors j'ai pensé que ça irait. » Nathalie éclata d'un rire méprisant. « Elle va sûrement se réveiller. Et si ce n'est pas le cas, on aura enfin un peu de paix dans cette maison. » La cruauté désinvolte de cette remarque me glaça le sang. Je regardais ma sœur, je la regardais vraiment et je vis quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Nathalie avait toujours été égocentrique et immature, mais jamais malveillante. Jamais cruelle au point de plaisanter sur la vie d'un enfant. Je ne perdis pas de temps à argumenter. L'état de Clara empirait d'une minute à l'autre. Je l'enveloppais dans une couverture et composais le 911. Mon instinct médical prit le dessus, même si mes mains tremblaient de rage et de terreur. 911, quelle est votre urgence? Ici Evan Harper. Je suis infirmier à l'hôpital général Saint-Marie. J'ai besoin d'une ambulance immédiatement. Ma fille de 5 ans a reçu du Zolpidem, un somnifère, vers minuit, et elle ne répond pas. Je leur donnai l'adresse, ainsi que les signes vitaux les plus précis que je pouvais évaluer sans équipement. Les ambulanciers arrivèrent en 8 minutes. Une éternité quand il s'agit de ton propre enfant. « Qu'est-ce qu'on a ?» demanda Maria Santos, la chef de l'équipe. Je la connaissais de l'hôpital. Fille, 5 ans. Estimation, 2 comprimés adultes de Zolpidem administrés il y a environ 10 heures. Réagit à la douleur, mais pas aux stimuli sonores. Pupille dilatée, respiration lente à environ 16 par minute. Pouls à 58. L'expression de Maria s'assombrit pendant qu'elle vérifiait les constantes de Clara et posait une perfusion
perfusion. On doit l'emmener à Saint-Marie tout de suite. Probable surdosage. Le trajet vers l'hôpital fut un flou de gestes médicaux et de communication radio. Je tenais la petite main de Clara pendant que Maria et son coéquipier s'efforçaient de la stabiliser. Je ne pensais qu'à une chose, comment j'avais échoué à protéger ma propre fille, dans ma propre maison. À l'hôpital, Clara fut emmenée en urgence dans le service pédiatrique. La docteure Jennifer Walsh, chef du service d'urgence pédiatrique, prit en charge son traitement. Je dus reculer et laisser mes collègues faire leur travail, une torture pour quelqu'un habitué à être en première ligne dans les situations critiques. Evan, j'ai besoin que tu me racontes exactement ce qu'il s'est passé, dit la docteure Walsh pendant un court répit dans les soins. Je lui expliquai tout, mon retour après le service, la découverte de Clara, l'aveu de ma mère au sujet des somnifères. Tu connais le type de médicament et la dose? Zolpidem, comprimé de 10 mg. Ma mère dit qu'elle lui en a donné 2 vers minuit. La docteure Walsh hocha la tête, l'air grave. On va faire un test toxicologique complet. Mais si c'est bien du Zolpidem, et qu'elle a reçu une dose pour adulte, on est face à un sérieux surdosage. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a prise en charge à temps. Au cours des 4 heures suivantes, je regardais, impuissant, l'équipe médicale tenter de sauver ma fille. Ils lui lavèrent l'estomac, administrèrent du charbon actif et la mirent sous perfusion pour aider à éliminer le médicament de son système. Lentement, progressivement, Clara commença à réagir. Sa respiration s'améliora. Sa couleur revint à la normale. Et enfin, elle ouvrit les yeux et murmura « Papa ». Je m'effondrai complètement. La serrant contre moi, elle me demanda, confuse, pourquoi elle était à l'hôpital. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas encore. Comment expliquer à une fillette de 5 ans que sa propre grand-mère l'avait empoisonnée? La docteure Walsh m'appela à part, une fois que Clara fut stabilisée et transférée dans une chambre pédiatrique pour observation. Evan, je dois te poser la question, as-tu l'intention de porter plainte? Parce que ce qui s'est passé ici, ce n'est pas un accident. Ta mère a sciemment administré un médicament pour adulte à ta fille. La dose retrouvée dans son organisme aurait pu être fatale. Ces mots me frappèrent comme un coup de massue. Fatal. Ma mère avait failli tuer ma fille par pure négligence et cruauté ordinaire. J'ai besoin d'y réfléchir, dis-je d'un ton engourdi. Je comprends. Mais sache que nous sommes dans l'obligation de signaler cet incident au service de protection de l'enfance. Une enquête va être ouverte. Je hochai la tête, à peine capable de traiter l'information. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le rire cruel de Nathalie et son commentaire désinvolte sur le fait que ce serait enfin tranquille si Clara ne se réveillait pas. Cette nuit-là, après que Clara fut admise en observation et dormait sous supervision médicale, je rentrai à la maison pour confronter ma famille. J'avais eu 6 heures pour réfléchir, et la rage qui montait en moi s'était transformée en quelque chose de froid, méthodique. Ma mère et Nathalie étaient dans le salon, regardant la télévision comme si de rien n'était. Elles levèrent les yeux vers moi, l'air presque neutre. « Comment va-t-elle » demanda ma mère, avec ce qui ressemblait à de la vraie inquiétude. « Elle a failli mourir », dis-je calmement. Le médecin a dit qu'1 heure ou 2 de plus sans traitement, et on l'aurait peut-être perdu. Le visage de ma mère pâlit. Je ne savais pas. Je veux dire, je lui ai juste donné ce que je prends pour dormir. Je n'ai pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi à quoi? Au fait qu'un médicament pour adulte pouvait être dangereux pour une enfant de 5 ans. Tu n'as pas pensé à m'appeler, à lire la posologie? Ne me fais pas la leçon, Evan. Je voulais aider. Tu étais épuisé, et elle était pénible. Nathalie leva les yeux au ciel. Drama queen, sérieusement? Elle va bien? Non, je la fixais, abasourdi. Bien, elle était dans le coma pendant 6 heures. Elle aurait pu mourir. Mais elle n'est pas morte, répliqua Nathalie avec un haussement d'épaule. Problème réglé. C'est à ce moment-là que je compris ce que je devais faire. Ces personnes, ma propre famille, avaient mis la vie de ma fille en danger et n'éprouvaient aucun remords. Pire, elles voyaient Clara comme un simple fardeau à gérer. Vous partez toutes les deux, déclarai-je calmement. Ce soir. Attends 1 minute, commença ma mère. Non, tu as empoisonné ma fille. Tu as failli la tuer. Et toi, dis-je en regardant Nathalie, tu as clairement laissé entendre que sa mort ne t'aurait pas dérangé. Je veux que vous quittiez immédiatement mon appartement. Tu ne peux pas juste nous foutre dehors, protesta Nathalie. Je n'ai nulle part où aller. Tu aurais dû y penser avant de souhaiter que ma fille meure. Je plaisantais. Vraiment? Parce que tu n'avais pas l'air très inquiète quand je t'ai dit qu'elle était dans le coma. Ma mère tenta une autre approche. Evan, sois raisonnable. J'ai fait une erreur. Mais je reste ta mère. Et tu as besoin d'aide avec Clara. J'ai besoin d'aide de gens qui ne mettent pas sa vie en danger. Vous n'êtes pas ces personnes. Elles se mirent à parler en même temps, à lancer des excuses, des protestations. Mais je ne voulais plus rien entendre. Je leur donnai 2 heures pour faire leurs valises et partir. Ma mère essaya de négocier encore, pleurnichant qu'elle n'avait nulle part où aller. Mais je restais inflexible. Nathalie fulminait, jetant ses affaires dans des sacs poubelles, pestant à voix haute. Ma mère fit une dernière tentative pour me manipuler. Tu vas le regretter, Evan. Tu ne pourras pas gérer le travail et Clara tout seul. Tu viendras ramper à mes pieds dans un mois. Peut-être que j'aurai du mal, j'admis. Mais au moins, Clara sera en sécurité. Nathalie s'interrompit un instant dans ses affaires pour lancer sa dernière pique. Tu fais une énorme erreur. Cette gamine va te ruiner la vie. Et quand ce sera le cas, viens pas pleurer auprès de nous. Ma fille est déjà toute ma vie, répondis-je. Et ça, c'est quelque chose que vous ne comprendrez jamais. Après leur départ, je restai assis dans l'appartement silencieux, puis je passai plusieurs coups de fil. D'abord, j'appelai ma supérieure à l'hôpital pour lui expliquer la situation et demander une réduction temporaire de mes heures. Elle se montra compréhensive et approuva immédiatement un nouvel emploi du temps adapté, me permettant de travailler principalement en journée. Ensuite, j'appelai mon avocat, Michael Rodriguez, celui qui m'avait aidé pendant mon divorce. Je lui exposai toute l'affaire et lui demandai s'il était possible d'engager des poursuites contre ma mère. Evan, c'est grave, dit-il. Ce que ta mère a fait relève au minimum de la mise en danger d'enfants,
voire de tentative d'homicide involontaire, selon la façon dont le procureur choisit de qualifier les faits. Le fait que Clara ait failli mourir en fait un crime grave. Je veux porter plainte, dis-je sans la moindre hésitation. Tu es sûr? Une fois ce processus lancé, il n'y aura pas de retour en arrière. Ta mère pourrait faire de la prison. Elle a failli tuer ma fille, Mike. Et si ça avait été un inconnu qui avait fait ça, est-ce que tu hésiterais à poursuivre? Non, bien sûr que non. Alors peu importe que ce soit ma mère ou non. Le lendemain matin, je me rendis au commissariat pour déposer une plainte officielle. Je rencontrai la détective Anna Morrison. J'avais apporté tous les dossiers médicaux de Clara, ainsi que le rapport de la Dr Walsh détaillant la gravité de l'overdose. La détective Morrison se montra méthodique et professionnelle. Elle prit ma déposition, examina les preuves médicales et m'expliqua les étapes suivantes. Nous allons devoir interroger votre mère et votre sœur. Sur la base des éléments que vous avez fournis, nous avons suffisamment de motifs pour les inculper de mise en danger d'enfant et de mise en danger par négligence. Et les propos de ma sœur? Demandai-je. Ce qu'elle a dit sur le fait qu'elle s'en fichait que l'enfant meure? Cela pourrait être qualifié de complot criminel ou de complicité. Tout dépend de l'évaluation du procureur. Et la défense de ma mère, qui dit que c'était un accident? Administrer un médicament pour adulte à un enfant sans avis médical constitue une négligence si grave que cela entre dans la définition juridique de la mise en danger par imprudence. Le fait qu'elle n'ait pas appelé les secours quand Clara ne se réveillait pas aggrave son cas. L'enquête avança rapidement. Ma mère était allée vivre chez sa sœur Margaret, tandis que Nathalie avait trouvé un canapé chez une amie. Les deux furent arrêtés dans la semaine. Mais avant même les arrestations, j'avais déjà commencé à mettre en place ma propre justice. Je documentais absolument tout, chaque conversation, chaque remarque cruelle, chaque manifestation de leur indifférence envers Clara. Je pris des notes détaillées, sauvegardai des messages vocaux, et j'enregistrai même certaines de nos conversations téléphoniques, ce qui est légal dans notre état avec le consentement d'une seule partie. Ma mère m'appelait sans arrêt après avoir été expulsée, alternant entre culpabilisation et manipulation. Evan, je suis ta mère. Je t'ai élevé. Et c'est comme ça que tu me remercies? Quand cela ne fonctionnait pas, elle se mettait en colère. Tu es en train de détruire cette famille pour un accident. Clara va bien maintenant? Non, j'enregistrais chaque appel. Son absence totale de remords. Sa volonté continue de minimiser les faits. Sa tentative de se faire passer pour la victime. Tout entrait dans mon dossier grandissant de preuves. Nathalie était encore pire. Elle me laissa un message vocal 3 jours après l'incident, si insensible qu'il me glaça le sang. Evan, tu es ridicule. Les enfants tombent malades tout le temps. Au moins maintenant tu sais qu'elle peut supporter un peu de médication. Peut-être que la prochaine fois elle dormira toute la nuit au lieu d'être aussi chiante. Je fis écouter ce message à la détective Morrison lors de notre rendez-vous. Son visage se crispa. Monsieur Harper, je fais ce métier depuis 12 ans, et j'ai rarement entendu une telle indifférence pour le bien-être d'un enfant venant d'un membre de sa propre famille. Cet enregistrement seul constitue une preuve très forte de son état d'esprit et de son absence de remords. En attendant les arrestations, je contactai le pédiatre de Clara, la docteure Amanda Foster, afin de faire un bilan médical complet. La docteure Foster suivait Clara depuis sa naissance. Elle fut horrifiée en apprenant ce qui s'était passé. Evan, ce que votre mère a fait aurait pu causer des lésions cérébrales irréversibles, même si Clara avait survécu. Une overdose de zolpidem chez un enfant peut entraîner une dépression respiratoire assez sévère pour provoquer une privation d'oxygène au cerveau. Le fait que Clara se soit complètement rétablie tient du miracle. Le rapport médical détaillé de la docteure Foster devint une pièce cruciale du dossier. Elle y documentait non seulement les effets immédiats de l'overdose, mais aussi les conséquences potentielles à long terme que Clara avait évité de justesse, retard de développement, troubles de l'apprentissage, perte de mémoire, troubles du comportement. Je consultai également un psychologue pour enfants, le docteur Richard Hay, afin d'évaluer l'impact psychologique potentiel de l'incident. Même si Clara ne se souvenait pas consciemment de l'empoisonnement, le docteur Hay s'inquiétait de la dynamique familiale qui avait conduit à ce drame. Les enfants sont extrêmement perceptifs, expliqua le docteur Hay lors de notre entretien. Même si Clara ne garde pas un souvenir conscient du moment où elle a été empoisonnée, elle a probablement perçu les attitudes négatives à son égard venant de votre mère et de votre sœur. Ce genre de rejet, surtout de la part de membres de la famille, peut laisser des traces psychologiques durables. Cette consultation me poussa à inscrire Clara à des séances de thérapie par le jeu, à la fois par précaution, mais aussi pour documenter toute trace de traumatisme psychologique en vue du procès. Sa thérapeute, Maria Gonzalez, nota que Clara montrait des signes d'anxiété face aux femmes plus âgées, en particulier celles qui ressemblaient physiquement à sa grand-mère. Elle devient très collante lorsqu'elle croise des femmes ayant l'âge et la corpulence de votre mère, rapporta Maria. Elle me demande souvent si je vais la faire dormir pendant nos séances. Cela suggère qu'elle garde une mémoire subconsciente de l'incident. Fort de ces éléments, je rencontrai à nouveau la procureure adjointe, Patricia Brown. Elle étudia toute la documentation que j'avais rassemblée, les rapports médicaux, les évaluations psychologiques, les enregistrements audio, ainsi que la chronologie détaillée des événements. Monsieur Harper, c'est l'un des dossiers de mise en danger d'enfants les plus solides que j'ai vus en termes de preuves et de documentation, déclara-t-elle. Votre expérience dans le domaine médical vous a manifestement permis de comprendre l'importance de tout consigner de manière rigoureuse. Elle ajouta que les enregistrements audio seraient particulièrement accablants pour ma mère et Nathalie. Leur absence totale de remords, combinée aux propos insensibles répétés de votre sœur,
témoigne d'un schéma d'indifférence envers le bien-être de l'enfant qui va bien au-delà d'une simple erreur. Ma mère fut inculpée pour mise en danger d'enfant au premier degré ainsi que pour mise en danger par imprudence. La procureure expliqua que la gravité de l'état de Clara et le risque mortel qu'elle avait couru justifiaient une qualification criminelle de niveau felonie. Elle risquait entre 2 et 5 ans de prison si elle était reconnue coupable. Nathalie, quant à elle, fut inculpée pour complot criminel et non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs. Ses déclarations, dans lesquelles elle disait se moquer que Clara meure, combinées à son inaction malgré sa connaissance de la situation, la rendaient pénalement responsable. Mais ces poursuites n'étaient que le début de mon plan de représailles. Pendant des semaines, j'avais élaboré une stratégie méthodique afin de faire en sorte que les conséquences de leurs actes les poursuivent pendant des années. Je commençais par créer un document chronologique détaillé retraçant non seulement l'empoisonnement, mais aussi des années de comportement inapproprié de ma mère envers Clara. Je consignais les moments où elle s'était montrée inutilement dure, où elle avait tenu des propos cruels du type Clara est trop collante ou elle demande trop, ainsi que les fois où elle m'avait activement découragé de montrer de l'affection à ma fille. L'un des exemples les plus accablants remontait à la fête du 4e anniversaire de Clara. Ma mère s'était plainte à voix haute auprès d'autres membres de la famille en disant « Evan pourrit cette gamine. Elle va grandir pour devenir une petite princesse capricieuse si personne ne la remet à sa place. » Plusieurs proches avaient été choqués par la dureté de ces propos, et j'avais consigné leur réaction dans le dossier. J'avais aussi commencé à rassembler des preuves de la rancœur grandissante de Nathalie envers Clara au fil des mois où elle vivait avec nous. Elle se plaignait souvent de la présence de Clara, l'appelant la gamine ou ton erreur. Elle avait également fait des commentaires inappropriés sur la relation entre Clara et sa mère, Anna, suggérant que Clara était mieux depuis que Anna l'avait abandonnée, car au moins un des deux parents avait eu le bon sens de fuir cette gosse. Le schéma le plus troublant que je documentais concernait la complicité apparente entre ma mère et Nathalie dans leur traitement négatif de Clara. Elle faisait des commentaires méprisants l'une à l'autre à propos de ma fille, pensant que je ne les entendais pas. Elle créait ainsi un environnement hostile pour Clara dans son propre foyer. J'avais bien remarqué que Clara devenait plus réservée et anxieuse dans les mois précédant l'empoisonnement, et désormais je comprenais pourquoi. Elle vivait dans une maison où 2 adultes la voyaient comme un fardeau et ne faisaient aucun effort pour cacher leur ressentiment. Le docteur y confirma ce constat au cours de nos séances: les enfants sont extrêmement sensibles aux émotions et aux attitudes des adultes. Même si les propos négatifs ne lui étaient pas directement adressés, Clara a ressenti l'hostilité et le rejet venant de votre mère et de votre sœur. Cette prise de conscience déclencha en moi une colère qui dépassait largement le seul incident de l'empoisonnement. Ma mère et ma sœur n'avaient pas seulement mis la vie de Clara en danger par leurs actions criminelles, elles l'avaient psychologiquement maltraitée pendant des mois, créant un environnement dans lequel elle se sentait indésirable et en insécurité chez elle. Je documentais tout, les dates, les heures, les témoins et l'impact émotionnel sur Clara. Je montrais que l'empoisonnement n'était pas un simple acte isolé, mais l'aboutissement d'un schéma de maltraitance psychologique, dans lequel Clara était perçue comme un problème à éliminer, plutôt qu'un enfant à aimer et à protéger. L'évaluation psychologique révéla que Clara avait effectivement été affectée par cet environnement toxique. Elle montrait des signes d'anxiété, avait du mal à faire confiance aux nouveaux adultes responsables d'elle, et demandait souvent si les gens étaient fâchés contre elle à cause de comportements tout à fait normaux pour une enfant. Clara présente des symptômes classiques d'un enfant à qui l'on a fait sentir qu'il n'était pas le bienvenu chez lui, indiqua le docteur Hay. Elle est hypervigilante vis-à-vis de l'approbation des adultes et montre une préoccupation excessive quant au fait d'être assez bien pour mériter soin et attention. Ces éléments jouèrent un rôle clé, non seulement dans l'affaire pénale, mais aussi dans la destruction totale des réputations de ma mère et Nathalie, que je préparais méthodiquement. Je ne faisais pas face à 2 personnes ayant simplement fait une terrible erreur. Je faisais face à 2 individus ayant sciemment instauré un climat de maltraitance psychologique pour ma fille. Les arrestations, lorsqu'elles eurent enfin lieu, furent profondément satisfaisantes à observer. Et elles furent parfaitement orchestrées pour un impact maximal. J'avais discrètement contacté une journaliste locale, lui fournissant les détails du dossier et les horaires probables des arrestations. Lorsque la police se présenta chez Margaret, la sœur de ma mère, pour l'interpeller, un photographe du journal local se trouvait par hasard dans les parages pour capturer la scène. Linda, cette femme qui s'était pendant des années fabriqué une image de grand-mère dévouée et de bénévole d'église, menottée, arrêtée pour avoir empoisonné sa propre petite-fille. La une du journal était sans appel, une grand-mère inculpée pour avoir empoisonné une fillette. L'arrestation de Nathalie fut tout aussi publique. Elle fut appréhendée dans un restaurant local, alors qu'elle déjeunait avec des employeurs potentiels, des gens que j'avais identifiés via ses publications sur les réseaux sociaux et contactés discrètement pour m'assurer qu'ils seraient présents au moment fatidique. Son arrestation, devant témoins, garantissait que la nouvelle circulerait vite dans son réseau social restreint. Je reçus des dizaines d'appels de journalistes souhaitant obtenir une interview. Je refusai d'abord, puis, après avoir consulté mon avocat et la procureure, j'acceptai de donner une seule interview, stratégiquement pensée, à la chaîne d'info locale la plus regardée, diffusée en prime time. L'interview fut filmée dans mon salon, avec Clara jouant tranquillement en arrière-plan, créant un contraste visuel poignant entre l'innocence d'un enfant et la gravité de ce qu'elle avait subi. Monsieur Harper, commença la journaliste Janet Williams, pouvez-vous nous dire ce qu'il s'est passé le matin où vous avez découvert que votre fille ne se réveillait pas? Je racontai les faits calmement et factuellement, mon expérience médicale renforçant la crédibilité de ma description de l'état de Clara. J'expliquais à quel point elle avait frôlé la mort, en utilisant une terminologie médicale soulignant la gravité de la situation. Selon les rapports médicaux, poursuivit Janet,
Votre fille aurait pu subir des lésions cérébrales irréversibles, voire mourir de cette overdose. Que pensez-vous des déclarations de votre mère, affirmant qu'il s'agissait simplement d'une erreur? C'était le moment que j'attendais. Je sortis mon téléphone et fis écouter le message vocal de Nathalie, celui où elle disait que Clara pouvait encaisser un peu de médicaments et la traitait de petite émerdeuse. L'audio était clair et accablant. Ce message vocal a été laissé par ma sœur 3 jours après que Clara a failli mourir, dis-je calmement. Je pense qu'il se suffit à lui-même pour comprendre si ma famille a réellement considéré ce qu'il s'est passé comme une grave erreur, ou juste comme un simple inconvénient. L'expression de la journaliste refléta un véritable choc face aux propos glaçants de Nathalie. Le message vocal serait diffusé dans chaque bulletin d'information pendant une semaine, garantissant que toute la ville entendrait la vérité sur ce que Nathalie pensait vraiment de l'incident ayant mis Clara en danger de mort. Mais le moment le plus fort vint lorsque Janet me demanda des nouvelles de la convalescence de Clara. Clara va bien aujourd'hui, répondis-je, en jetant un coup d'œil vers elle, qui jouait paisiblement avec ses blocs. Mes jambes frémit encore en pensant à ce qui aurait pu arriver si je n'étais pas rentré cette nuit-là. En tant que professionnel de santé, je suis régulièrement confronté aux conséquences de la maltraitance infantile. Jamais je n'aurais cru en être témoin, dans ma propre maison. L'interview fut diffusée ce même soir et reprise immédiatement par les chaînes régionales. En moins de 24 heures, des extraits circulaient sur les réseaux sociaux dans tout l'État. Le message vocal, en particulier, devint viral, partagé par des milliers d'internautes scandalisés par l'attitude de Nathalie. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était l'ampleur de la réaction du public. Mon histoire avait touché une corde sensible chez de nombreux parents à travers la ville. Je reçus des centaines de messages de soutien, des offres d'aide pour la garde de Clara, et même des aides financières pour couvrir les frais juridiques. Mais plus important encore, de nombreuses personnes commencèrent à partager leurs propres histoires, des histoires de membres de leur famille ayant montré de l'indifférence ou de l'hostilité envers leurs enfants. L'affaire déclencha un débat public sur la reconnaissance et la gestion de la maltraitance psychologique familiale. Un groupe de parents local lança même une campagne baptisée la loi Clara, réclamant des peines plus sévères pour les membres de la famille mettant des enfants en danger. Ils organisèrent des rassemblements, des collectes de signatures, et maintinrent l'affaire dans l'actualité pendant plusieurs mois. L'administration de l'hôpital Saint-Marie-S, où je travaillais, publia un communiqué de soutien public, et Van Harper incarne l'engagement envers le bien-être des enfants que nous attendons de tous nos membres du personnel. Nous lui apportons tout notre soutien en ces temps difficiles. Mes collègues mirent en place un fonds de soutien juridique qui rapporta plus de 15 000 $ pour couvrir les frais de justice et la thérapie continue de Clara. Des cartes et des cadeaux affluèrent, envoyés par des inconnus touchés par l'histoire de Clara, désireux de lui apporter du réconfort. Mais peut-être que la réponse la plus marquante vint des professionnels de la petite enfance et de l'éducation. Des crèches, des écoles maternelles, des assistantes maternelles mirent en place de nouveaux programmes de formation pour apprendre à détecter les signes de maltraitance psychologique familiale en utilisant l'histoire de Clara comme cas d'étude. La directrice de l'école maternelle de Clara, Madame Sandra Lopez, me confia « L'histoire de votre fille a changé notre manière d'observer et d'interagir avec nos élèves. Nous sommes désormais bien plus attentifs aux signes indiquant qu'un enfant pourrait être victime de rejet ou d'hostilité à la maison. » Pendant ce temps, ma mère et Nathalie comprirent que leur arrestation n'était que le début de leurs ennuis. La médiatisation les avait rendus immédiatement reconnaissables dans toute la région, et toutes deux peinaient désormais à trouver un logement, un emploi, ou du soutien social. La sœur de ma mère, Margaret, l'a mis à la porte après avoir vu les reportages. « Je ne peux pas héberger quelqu'un capable d'empoisonner un enfant », déclara-t-elle à un journaliste venu la questionner. « Et si un jour elle décide que l'un de mes petits-enfants est agaçant ?» L'ami de Nathalie, qui l'avait hébergé sur son canapé, la chassa également après que l'arrestation ait fait les gros titres. « Ma fille demande tout le temps quand est-ce que la dame du poison va revenir. Je ne peux pas avoir ce genre de stress à la maison, expliqua-t-elle. Les deux femmes se retrouvèrent pratiquement sans domicile, logeant dans des motels miteux et peinant à trouver qui que ce soit prêt à les soutenir. Leurs comptes sur les réseaux sociaux furent inondés de commentaires furieux d'internautes ayant vu ou entendu les reportages. Je pris soin de documenter leurs difficultés, non par cruauté, mais pour illustrer les conséquences naturelles de leurs actes. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager. Nous postons une nouvelle histoire tous les jours.